Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de Faction A, tous les secrets pour réussir son déploiement Power BI. Mon nom est Pierre Breton et je serai modérateur pour les prochaines 50 minutes de ce webinaire. Je vais partager avec vous quelques informations utiles. Premièrement, la présentation, un PDF de la présentation vous sera envoyé immédiatement après le webinaire. Donc, c'est un webinaire quand même assez complexe avec beaucoup de détails techniques et ne vous en faites pas, vous aurez toute l'information quand vous recevrez le PDF. Vous allez aussi recevoir une vidéo. Le webinaire est enregistré. Vous recevrez une vidéo demain de la présentation. Si vous voulez le partager avec des collègues, vous pourrez le voir. Donc, vous recevrez un courriel de ça. Si vous avez des questions, tout le long du webinaire, vous pouvez poser vos questions par clavardage avec votre panneau de contrôle qui est situé à la droite de votre écran. Je tiens à vous faire remarquer que si on manque de temps, souvent on a beaucoup de questions lors de nos webinaires, si on manque de temps, on va répondre à chaque question individuellement par courriel par la suite. Donc, on va prendre des questions à la fin, mais si jamais on manque de temps, on va répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Dernièrement, une chose, c'est qu'on a un petit sondage à la fin, complètement, quand on finira le webinaire, un petit sondage pour savoir si on a bien effectué notre travail. C'est important pour nous de savoir votre opinion. Votre opinion est très importante pour nous, donc merci de remplir notre petit sondage. Les prochains événements. Je tiens à vous dire, premièrement, vous pouvez aller voir tous nos événements sur la page entrepôt de Faction A. Tiens, je vais vous montrer la page. Ici, on est ici sur la page Faction A, la page de l'entrepôt. L'entrepôt de données, c'est bien le fun d'appeler l'entrepôt de données. On a ici tous les événements à venir et en dessous, on a aussi tout ce qui est de contenu, tous les webinaires qu'on a fait présentement, tous les webcasts. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de contenu. Si le contenu d'un webinaire aujourd'hui vous semble un peu technique, donc il est très technique, mais il y a d'autres webinaires beaucoup plus accessibles qui sont disponibles sur notre page. Donc, n'hésitez pas d'aller visiter notre page pour savoir les prochains événements ou aussi pour voir, du contenu de nos webinaires précédents. Donc, nos prochains événements, on a deux ateliers en ligne, évidemment. Power BI, donc ce que Microsoft appelle les dashboards d'une idée, tableau de bord en 11 jours. C'est des ateliers qui sont pour soit les débutants ou les personnes intermédiaires qui veulent améliorer leur performance en utilisant Power BI. Un le jeudi le 30 avril et un autre le vendredi le 8 mai. Par la suite, on a un autre webinaire le 21 mai, comment augmenter l'efficacité de votre plateforme analytique avec des applications Power BI. C'est fantastique ce qui peut être fait par des applications Power BI pour automatiser tout votre processus de vos applications analytiques. Donc, et voilà. Ensuite, l'objectif du webinaire présentement, c'est de présenter les multiples scénarios de déploiement de Power BI et de vous expliquer les différentes composantes. Comme je vous ai mentionné, il y a beaucoup de détails techniques qui vont vous être présentés. Les présentateurs d'aujourd'hui, nous avons André Leblois et Philippe Torres. André Deblois est responsable de mission chez Faction depuis 13 ans. Il a plus de 30 ans d'expérience en TI et en BI ou en analytique. C'est une personne qui a œuvré tout partout au Québec, au Canada, aux États-Unis et même en Angleterre pour aider des grandes compagnies à établir des plateformes analytiques. Philippe Torres est associé cofondateur de Faction A. C'est un architecte de solutions qui a lui aussi près de 30 ans d'expérience dans le domaine et vous allez voir, toutes les choses vont vous présenter une maîtrise exceptionnelle de tout ce qui est analytique. Donc, je dis bonjour André et Philippe. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Ah, salut tous les deux. Bon, je suis content que vous soyez là. Je vais faire une petite pause publicitaire, juste pendant que j'ai tout le monde là. Je parlais un peu, c'est qui Faction A, c'est quoi notre affaire? Premièrement, Faction A, on est partenaire Microsoft, on est un partenaire Gold de Microsoft. Okay, on n'est pas juste, on travaille pas toujours dans notre garage. Donc, ce qu'on offre, on offre des services analytiques, des services en BI. Donc, on ne vend pas, on n'est pas un revendeur de produits Microsoft. Fait qu'on parle beaucoup des produits Microsoft, mais c'est parce que
c'est un très grand joueur au niveau de l'analytique, puis on est associé, on est un partner. Mais on ne vend pas les produits de Microsoft. Gardez ça en tête quand vous voyez toute la présentation. Ce qu'on fait, on peut vous aider à créer vos tableaux de bord, à les améliorer, tout ce qui a rapport au tableau de bord, mon Dieu, comment dire, je suis en train de manquer mes mots, mais c'est pas grave. Vous savez, les tableaux de bord. On travaille aussi sur l'intégration des données. On peut vous aider à la planification, à créer l'architecture de vos données. On travaille aussi pour la migration vers toutes sortes de technologies de Microsoft et aussi la migration vers l'info nuagique, vers le nuage, vers le cloud, ce qui est, dans notre cas, c'est avec Azure. On a aussi des services de création d'applications Power App. Ça, ce que j'en ai parlé précédemment, ça peut vous aider à automatiser beaucoup de processus pour votre plateforme analytique. Et en dernier, bien, les services gérés. On est là, c'est-à-dire tout le temps pour s'assurer que toute votre infrastructure fonctionne très bien, malgré les usagers. Et voilà. Donc, je passe la parole à André. Vous serez en bonne main. À toi, André, je crois qu'on voit bien ton écran. OK, merci beaucoup. On m'entend bien aussi, Pierre? Oui, on t'entend très bien. Parfait, merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord présenter l'agenda qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, je vais commencer par une mise en contexte sur la thématique du déploiement de Power BI et Philippe poursuivra avec les considérations des choix d'architecture, les composants fondamentaux, et les cas d'utilisation de déploiement Power BI. Il y en a quand même une bonne douzaine. Et je reviendrai avec le sommaire des types de licences de Power BI et la conclusion. Et Pierre reviendra avec la période de questions, comme il disait, avec un court sondage express. Donc, j'aimerais juste, comme au début, commencer par mettre en relief, c'est le jour de la Terre aujourd'hui, mettre en relief la nécessité de bien comprendre les aspects de déploiement de Power BI. Quand on regarde d'une lunette beaucoup plus macroscopique, on voit beaucoup que le positionnement de l'utilisation de Power BI dans le monde est très présent. Premièrement, Power BI est disponible dans 43 langues, desservi par une quarantaine de centres de données. Ici, on disait 34. Déjà, ça date un peu, mais maintenant, on est dans une quarantaine de centres de données. Power BI est conforme à de nombreuses certifications et attestations de conformité, autant internationales que régionales, et respecte les politiques de localisation de données et de sécurité et se démarque pleinement sur ces points. Donc, l'utilisation de Power BI est répandue à travers plusieurs organisations partout dans le monde parce que les organisations veulent davantage valoriser leurs données et que Power BI est facile d'utilisation et s'utilise par toutes les sphères d'une organisation. Donc, au plus récent positionnement de Gartner, Microsoft garde toujours sa position aussi dominante parmi les plateformes d'analytique et de décisionnel, et ce, maintenant depuis plusieurs années déjà. Donc, nous sommes dans une ère numérique où l'analyse des données est plus présente et encore plus démocratisée, et l'analyse en libre service est présente dans tous les départements, et on consomme et on partage l'information avec ses collègues, ses partenaires, ses clients. Bref, l'utilisation de Power BI est toujours en croissance. Je vous parle de ça car avec l'utilisation importante et toujours grandissante de Power BI en tant que technologie de partage de contenu d'information, il est crucial pour toute organisation de bien comprendre et surtout de bien orchestrer le déploiement de Power BI. Avec l'implantation de la culture des données dans les organisations, avec la démocratisation de l'exploitation des données, avec la création de multiples rapports et tableaux de bord par tous les départements les entreprises se posent plein de questions sur ce qu'on appelle le déploiement des rapports et tableaux de bord Power BI. En fait, on reçoit plein et beaucoup de bonnes questions de clients et de clients potentiels. En fait, comme par exemple, qu'est-ce qui arrive au-delà de la création d'un rapport Power BI? Comment on partage un PBX avec nos collègues? Qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Les clients nous demandent où résident les données lorsque le rapport est publié dans le service Power BI? Comment on se connecte à plusieurs sources de données? Comment intègre-t-on les données de sources
locales et celles provenant de l'infonuage. On nous demande comment on rafraîchit les données sur différentes fréquences dans la journée, selon les différentes sources. Des fois, il y a même les organisations ayant des opérations à travers le monde qui nous demandent, en fait, qui nous expriment qu'ils ont des restrictions sur les données selon les pays. Alors, on nous demande que doit-on considérer pour le déploiement de Power BI en multigéographie. On nous demande comment partager des datasets avec nos collègues, comment on peut collaborer en équipe à l'élaboration de rapports et tableaux de bord, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, et comment ça se fait à distance. On nous demande quelles sont les bonnes pratiques pour gérer le cycle de vie d'un rapport Power BI et comment on fait pour faire la mise en disponibilité suite à des changements, des améliorations qui sont quand même parfois fréquentes sur les rapports Power BI. Le client nous demande comment doit-on utiliser Azure DevOps pour les aspects de gestion, de configuration, le passage à travers les environnements de développement, de tests, de prod. En fait, il y a plein de questions sur le partage et la publication également. Donc, on nous demande comment doit-on utiliser les espaces de travail /workspace et comment on les organise. Est-ce qu'on peut publier des visuels Power BI dans Teams, dans nos applications maison ou nos applications commerciales qu'on utilise? Les clients nous demandent comment on passe de petits groupes de consommateurs de rapports à un niveau à grande échelle de l'entreprise, voire de milliers de consommateurs. Les clients nous demandent toujours, il y a plein de questions, là. Comment intègre-t-on des applications Power BI mobile? Quels sont les requis de licence Power BI pour du partage de rapports? Est-ce que notre organisation doit aller vers une capacité dédiée ou rester sur une capacité partagée? Comment peut-on connaître l'utilisation des rapports Power BI déployés? Comment adresse-t-on les aspects de sécurité? Ça fait beaucoup de questions, j'en conviens, mais que ce soit pour des rapports ou tableaux de bord créés par les départements ou ceux de l'entreprise, que ce soit pour une consommation interne ou externe, les organisations se demandent comment encadrer la gouvernance d'une part, mais surtout comment encadrer le déploiement des rapports et tableaux de bord par BI sans nuire à l'innovation et sans nuire à l'agilité. Parmi les nombreuses questions que je viens d'énumérer, il y a des sujets que nous avons adressés, comme Pierre l'a mentionné tout à l'heure. Donc, on a des webinaires qu'on a tenus précédemment qui pouvaient traiter certains sujets et qui sont disponibles sur notre site web, en effet. Mais aujourd'hui, Philippe va nous révéler certains secrets qui portent essentiellement sur le déploiement de Power BI. D'autres webinaires viendront couvrir des thèmes complémentaires au déploiement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois également. Et donc, si vous avez des préférences aussi sur des sujets pour des prochains webinaires, n'hésitez jamais à nous en faire part à travers votre panneau questions de votre session. On apprécie toujours vos suggestions. Donc, merci. Et sur ça, je vais retourner la parole à Pierre. Oui, bonjour. On va en profiter pour vous poser un petit sondage. Et le sondage, c'est vraiment, vous voyez, c'est très rapide. À quelle étape êtes-vous rendu avec votre déploiement Power BI? On va prendre les résultats et on va les partager avec vous. Je pense que c'est toujours intéressant de savoir un peu où on est rendu par rapport à toutes les autres compagnies. Donc, dans les réponses, nous n'utilisons pas encore Power BI. Quelques personnes commencent à l'utiliser. On a déjà déployé et on a des problèmes. Ça, par des webinaires qu'on a eu précédemment, on a eu beaucoup de cette réponse-là. Et on a déployé à l'échelle de l'entreprise et tout va bien. Tout va très bien. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre, je vous laisse encore quelques secondes et je vais fermer le sondage et je partagerai les résultats avec vous. Donc, encore un petit peu, ça commence ça rentre toujours, toujours. On a beaucoup de personnes qui font simplement commencer à utiliser. Ah. Ça, on arrive. On va attendre encore un tout petit peu. Allez, s'il vous plaît. Tout le monde, votez. Excellent. Donc, je vais fermer dans 10, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Je ferme. Et maintenant, je partage avec vous. Comme vous voyez, on a 55% des gens
qui commencent à utiliser Power BI, donc qui n'a pas eu de déploiement à grande échelle. Quand même 14 qui ont eu des problèmes et on voit 21 qui n'utilisent toujours pas Power BI. Je tiens à mentionner, comme André l'a mentionné, et je le rementionne, ce webinaire-ci est quand même très technique. Si vous n'avez pas utilisé Power BI et vous trouvez que c'est trop, évidemment, trop technique, regardez, allez à notre page entrepôt. Il y a des webinaires qui sont plus, comment dire, plus faciles à digérer, si on veut. Et voilà, je cache le sondage et je laisse la parole à Philippe. André, est-ce que tu as passé le contrôle à Philippe? Oui, Philippe devrait avoir le contrôle de la présentation. Je Philippe? sais pas, je vois pas mon. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas Non. encore. Ouais, c'est ça, là, moi, parce que Ça dit le. waiting to view Philip's screen. Fait que tu devrais. Show Ouais. my screen. Ah, show my screen, ouais, ok, d'accord. Ah, Oui. et voilà, ça Ah, bon, fonctionne. ok, Excellent. super, ok, merci. Juste te mettre en slideshow, Philippe. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais mettre en slide. Bon, parfait. Cool. Parfait. Euh, hop, ok, ça va comme ça? Oui, Oui. excellent. Très beau. Parfait, super. OK, bon, merci. Merci de ce sondage éclair dont j'ai pas vu les résultats sur mon écran, mais c'est pas grave. Tant que Pierre a pu les voir et les partager avec le reste de l'audience, c'est ce qui est important. Donc, bonjour, je m'appelle Philippe. Je ne présumerai pas aujourd'hui à répondre à toutes les questions qu'André a posées ou l'espèce de collecte de questions qui nous sont posées très fréquemment. Moi, je fais souvent, en fait, je suis chef instructeur pour tout ce qui est les dashboards et ND. Puis souvent, les gens, là, vers la fin de la journée, ou en fait, même en mi-journée, ils reviennent souvent avec des questions qui sont d'ordre du déploiement. C'est-à-dire, bon, là, comment on fait pour partager, comment on fait pour sécuriser les rapports, comment on fait pour les mettre à jour. On va avoir des données sur le service, dans le service infonuagique, mais d'autres genres de données, on ne peut pas. Les données nominatives, il faut qu'ils résident chez nous. En tout cas, il y a toutes sortes de questions qui sont sur le déploiement comme tel, même si c'est un atelier de création de rapports, en fait, là, de développement de rapports, il y a beaucoup de questions qui sont liées au déploiement. Donc, on pensait que c'était une bonne idée d'en faire un webinaire, mais c'est un sujet qui est assez grand, puis je vais montrer beaucoup d'informations techniques. Il n'y a pas vraiment une démo dans ce webinaire-ci, mais il y a beaucoup d'informations techniques. On va vous faire parvenir le PDF. Puis à l'intérieur du PDF, vous verrez, il y a des liens aussi. Là. Vous pourrez suivre les liens vers certains articles là, qui sont intéressants. Donc, on va commencer d'abord par espèce de parapluie, question parapluie, c'est les considérations et les choix d'architecture. C'est sûr que les architectures, il y en a un puis un million. Là, il y en a une puis un million des architectures, puis il y a toutes sortes de combinaisons à travers ça. Mais les facteurs primaires qu'on doit considérer, c'est premièrement l'ampleur du déploiement. Hein? Est-ce qu'on parle d'un petit déploiement ou d'un grand déploiement? Est-ce qu'il y a beaucoup d'usagers, pas beaucoup d'usagers? Bon, c'est quoi l'ampleur? Est-ce que c'est juste pour nous, juste pour 2-3 personnes, une petite entreprise ou une très grande entreprise? Évidemment, ça influe le nombre d'usagers internes et externes. Puis on voit que on va voir que dans l'histoire de déploiement, là, il y a une différence à faire entre les usagers internes puis externes, puis même les usagers internes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire là? Donc ça, c'est une autre question à se poser. On doit aussi considérer le type d'utilisation. Généralement, ça suit une courbe un peu normale, ça, le type d'utilisation, la différence entre les gens qui sont des analystes, des lecteurs seulement, des développeurs de rapports, tout ça, mais il faut considérer, est-ce qu'on a du libre service, est-ce qu'on est en lecture seulement, est-ce qu'on a des tableaux de bord, parce que des fois, on a des rapports, des fois, on n'a pas de tableau de bord, des fois, on a des rapports paginés, des fois, on n'en a pas, donc, il y a le type d'utilisation. Il y a aussi le volume des données, le taux de rafraîchissement des sources, donc, est-ce qu'on doit gérer un méga comptoir de données, par exemple, avec des millions, des millions, des millions de transactions, ou est-ce que c'est plutôt plus petit? Hein? Donc, ça va donc influencer le choix de support de source. On met ça dans des fichiers, on garde ça dans une base de données, on met ça dans un entrepôt de données infonuagique. Bon, alors, il y a des questions de ce style-là. Le type de données, est-ce qu'on a des données en temps quasi réel? Est-ce qu'on fait du streaming? On n'en fait pas? Est-ce que c'est très dynamique ou c'est plutôt statique?
On veut peut-être aussi donner la possibilité de combiner des données personnelles, donc de faire du mashing avec des données locales, puis de les regrouper avec des données, appelons-le, des données de type entreprise. Là. Donc, il y a aussi cet aspect-là à considérer. La sécurité d'accès, donc souvent on dit on veut que les usagers de l'Est ne voient pas les données des usagers de l'Ouest ou de la division centrale, etc., etc. Puis on veut aussi peut-être limiter le nombre de mesures, puis le nombre d'attributs qu'on veut pouvoir voir, donc filtrés par les colonnes, filtrés par les rangées. Ça aussi, ça va faire une différence dans le type de déploiement qu'on va faire. Puis finalement, ben, est-ce qu'on utilise le service Power BI? Il y en a qui ne l'utilisent pas, il y en a qui préfèrent utiliser quelque chose sur le site, donc à l'intérieur de notre réseau corporatif. Donc, par exemple, quelque chose comme le Report Server, le Power BI Report Server, il y a des distinctions, il y a des limites, des choses comme ça. Puis finalement, le type de licence aussi à considérer. André, je pense que tu vas parler du type de licence à la fin de la présentation. Oui, Philippe, un survol des types de licences. Je vais expliquer les principales fonctionnalités aussi. D'accord, parce que c'est ça, le type de licence va influencer la fonctionnalité qu'on peut utiliser dans la globalité du service puis Power BI comme tel. Là. Donc, avant d'entrer dans les scénarios et les cas d'utilisation, j'aimerais j'aimerais expliquer quelque chose de fondamental qu'on on voit pas vraiment, c'est pas vraiment dans la documentation, on voit pas ça dans la documentation ni du DIAD ou quoi que ce soit, mais je pense que moi, mon humble avis, c'est ça fondamental, c'est les composants fondamentaux, c'est le fichier PBIX lui-même et les ensembles de données ou jeux de données, datasets. Je vais utiliser ces mots-là de façon interchangeable aujourd'hui. Là, quand je parle de datasets, je parle de jeux de données, puis je parle d'ensemble de données, c'est la même chose. Donc, au niveau du Power BI, le fichier PBX, ben, c'est le fichier qui store en fait nos rapports, nos définitions, puis ça contient toutes sortes de choses. Là. On va voir tantôt que ça contient, là, mais essentiellement, c'est si on veut, l'espèce d'éléments de base là, pour stocker les métadonnées des rapports, stocker tout ce qui n'est pas des données, donc les visuels, les éléments de sécurité, les éléments de positionnement, la valeur des filtres, les types de filtres, etc. Et il y a aussi les données là-dedans. Donc, si on est dans un certain mode, qui est le plus fréquemment utilisé en mode d'importation, on va voir ça tantôt, ben là, les données sont aussi dans le rapport. L'autre concept aussi, c'est le concept de jeu de données, qui est explicitement exposé dans le service Power BI. Le service lui-même est utilisé pour faire le partage des données. Donc, le fichier PBIX, comme je disais tantôt, c'est les noms, les définitions, les titres, les paramètres, les fils, les paramètres de sécurité. Je vous ai placé un lien sur un article sur le contenu, mais je vous propose de faire une petite expérience, une petite expérience d'ingénierie inversée, de reverse engineering, d'aller explorer le contenu d'un dataset. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partir un PowerShell. PowerShell à partir d'ici. Voilà. Dire.pbix, j'ai un fichier ici qui s'appelle le DIAD Final Report. Ceux qui ont fait le DIAD vont reconnaître simplement le fichier qu'on doit produire lors du DIAD. Puis dans mon PowerShell, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer le fichier. Je vais l'appeler mon PBX, je vais l'appeler test.zip. Puis curieusement, ça peut s'ouvrir ce fichier-là avec un WinZip ou un WinRAR. Et là, on voit essentiellement le contenu du Power BI. Hein? On voit là qu'il y a un répertoire rapport, puis il y a d'autres fichiers là-dedans. Quand je descends dans le rapport, ben, je vais voir par exemple les visuels custom. Puis si j'ouvre ça, ben, je vois un fichier JSON. Je vais prendre la chance de l'ouvrir. Puis ça va m'ouvrir dans mon Visual Studio. Moi, j'ai un petit bidule que j'installe dans Visual Studio. Là. Je vais prendre tout ça, CTRL-Copy, puis je vais aller dans les outils. Je vais regarder dans JSON, ça a l'air de quoi. Puis on voit que c'est un fichier JSON.
JSON. Bon, je pense que tout le monde sait c'est quoi un fichier JSON. Un JavaScript Object Notation, c'est un fichier pour parler à des API REST. Puis on voit là qu'on voit le contenu. Là. On voit que c'est un visuel. On voit que c'est quoi le GUID de ça, le nom. On voit où ce qui a été pris, etc., etc. Si on fait une autre petite exploration, je vais remonter ici. Je vais descendre là-dedans. J'ai un autre package ici. Je vais regarder que ça a l'air de quoi. JSON Viewer, ici. On voit que c'est un autre visuel. Puis finalement, je vais vous montrer un autre fichier, un dernier fichier. Quand je remonte ici, là, on voit qu'on a le concept d'un data model. Puis on voit ici qu'on a on a 38 MB de données. Là. Bon, c'est pas un fichier qu'on peut vraiment ouvrir, mais je vais l'ouvrir quand même. On va l'ouvrir dans Notepad. On va voir ça a l'air de quoi. On voit évidemment que c'est des données, c'est pas vraiment lisible. Hein. Ça, donc, on peut facilement imaginer que ça, c'est vraiment les données de notre rapport. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Microsoft appelle ça un data model. Hein. Donc, c'est un mot un peu galvaudé, mais c'est le modèle de données dans le contexte de ce qu'on parle, le data model, ça contient aussi les fameuses données. Donc, la dernière chose que je vais vous montrer aussi, c'est Data Mashup. Si j'ouvre ça, pour ceux qui ont fait le DIAD, on va reconnaître certaines choses. Par exemple, on voit ici là, table.promote headers. Puis ceux qui ont l'œil fin vont reconnaître que type fill column, ça c'est du M. Donc, on voit vraiment le langage M qui est utilisé dans Power Query pour aller fabriquer notre modèle de données, pour exécuter les requêtes, etc. Donc, tout ça pour vous dire que c'est le contenu d'un Power BI, dans le fond, là, ça ressemble à ce qu'on vient de voir. Et puis, c'est ce contenu-là qui est publié vers le service quand on fait une publication. L'autre concept, c'est les jeux de données ou le dataset. Alors, les ensembles de données dans Power BI, ça représente une source de données qui sont prêtes pour la génération de rapports. Donc, quand on dit une source de données, ça peut être combiné plusieurs sources, là, mais c'est vraiment un modèle qui est prêt pour la consommation de rapports. Puis, il dit que c'est à peu près 5 ensembles de données différents là, qui sont créés soit par une connexion à un modèle de données existant, qui n'est pas hébergé dans Power BI. On peut télécharger un fichier Power BI Desktop qui contient un modèle de données lui-même. On peut télécharger un fichier Excel. On peut utiliser le service pour créer un ensemble de données, ce qu'on appelle un push dataset, qui est plus utilisé, utilisé dans certains cas. Et puis finalement, on peut aussi créer un ensemble de données qui sont pour la diffusion en continu, ce qu'on appelle du streaming. On va voir ça un peu tantôt là, dans un des scénarios d'utilisation. Puis, à l'exception des données de streaming, l'ensemble des données, ça représente ce qu'on appelle le modèle de données, on l'a vu tantôt. Ça exploite en fait les modèles d'analysis services. Donc, anciennement, SQL Server Analysis Services, puis maintenant dans le service infonuagique, Azure, le Azure Analytics Services, c'est la même technologie, en fait. On va voir ça tantôt, là. Mais comme je disais tantôt, là, c'est la même chose. Hein. Quand on parle de la technologie dans AAS ou dans SSAS ou l'engin dans Power BI, qu'on roule ça localement, c'est la même chose. Puis, comme je disais tantôt, les mots, ensemble de données puis modèles sont vraiment interchangeables. Donc, pour continuer avec le dataset, c'est sûr que Power BI Desktop, les gens font ça souvent, peuvent être utilisés juste pour développer un modèle, pas de visuel. Donc, on développe un modèle de données, on développe en fait toutes nos Power Query, on développe un modèle de données, puis on pousse ça on fait une publication vers Power BI Service, et puis donc on se retrouve avec un dataset qui est exploitable maintenant par le service, dans lesquels à partir desquels on peut créer des visuels et des jeux de données. Quand on prend ce concept-là, ben, on peut faire une distinction. Là, le dataset est hébergé dans le service ou il peut être externisé par Analysis Services. Comme je dis, c'est le même engin qui roule dans Power BI Service, qui roule dans Power BI Desktop, puis qui roule dans Analysis Services, puis qui roule dans Analytics
dans SQL Server Analytics Services. Cet engin-là, bon, il y a différents noms. Là, à l'intérieur de Microsoft, c'était originalement appelé l'engin Vertipack. Puis là, ils ont publié ça comme étant l'engin XVelocity, mais on voit encore des références à Vertipack. Donc, si vous faites une recherche sur Internet, là, vous allez voir que le mot là, XVelocity, In-Memory Analytical Engine ou Vertipack, là, on parle de la même chose. Puis j'ai laissé un article sur l'engin Vertipack qui est encore, mais il est écrit en 2016, je pense, là, mais moi, je l'ai lu de A à Z, là, puis c'est encore très valide. Donc, il faut voir que c'est le même engin. Quand on parle, par exemple, puis on ne parle pas de ça ici aujourd'hui, mais quand on parle de modèles multidimensionnels qui ne sont pas disponibles sur AAS, mais qui sont encore disponibles sur SQL Server, Analytics Service, ben, on ne parle pas de la même chose. Les investissements sont principalement faits du côté du modèle tabulaire dans Power BI, dans le service, dans AAS, etc. Des considérations importantes concernant les datasets, si on peut résumer ça, là, les modèles qui sont hébergés par SQL Server Analytics Services, donc par SSAS, requièrent une passerelle. On va voir le concept de passerelle tantôt là, pour les datasets en fait qui existent ou les fichiers, les rapports Power BI qui existent sur le service, si nos données sont générées par SSAS, ça prend une passerelle. Les modèles hébergés par Power BI qui importent les données, ben, ça doit être chargé en mémoire entièrement pour être interrogé. Donc, c'est sûr qu'il y a des limites de capacité aussi. André va en parler tantôt dans les licences. Ça nécessite évidemment une actualisation pour maintenir les données à jour. Donc, il faut actualiser les données pour voir les dernières données. Typiquement, on a des actualisations, par exemple, à la journée, mais des actualisations qui peuvent se faire plus fréquemment. Puis, dépendamment du type de licence, on peut les faire 8 fois par jour, ou on peut les faire jusqu'à 48 fois par jour, donc une fois à toutes les demi-heures. Encore là, ça dépend de la fréquence de rafraîchissement qui est requise. Les modèles de données qui utilisent le mode de ce qu'on appelle direct query, bien évidemment, il faut avoir une connectivité directement aux sources. On va voir en détail c'est quoi le direct query. Puis les modèles peuvent appliquer les règles RLS, donc ce qu'on appelle le Row Level Security, en appliquant des filtres partout là, pour limiter l'accès aux données à certains utilisateurs. Je vous ai laissé un lien sur les datasets sur cette page-là, un article intéressant encore une fois, puis à mon avis qui est encore très, très actuel. Alors, les options de stockage, avant de passer aux différents cas d'utilisation, les options de stockage, ben, on peut stocker les données, on peut les importer directement dans le fichier PBIX. On peut avoir une connexion en direct à Analysis Services. On a le mode Direct Query. On a aussi les modèles composites et le streaming en temps réel. Alors, lorsqu'on importe des données, ben, c'est la façon en fait la plus courante de travailler avec les données dans Power BI. Ça consiste à importer, à digérer, à faire l'ingestion des multiples données qui sont dérivées de nos requêtes, les fameux queries. Et puis, à l'intérieur du dataset, à l'intérieur du fichier en fait Power BI, ben, on va avoir aussi les relations, le modèle de données comme tel, la relation entre les différents éléments des données. On va avoir aussi les calculs, les calculs de mesure, tout ça, puis on va publier tout ça dans le service. Donc, quand ça arrive dans le service, là, il y a une externalisation externalisation, c'est explicite du dataset. Donc, le concept, là, si on veut, le concept d'un dataset existe, je parle de ça ici, je ne me rappelle plus, là, tantôt j'étais sur Power App, on parle pas la même chose, pas grave. Mais le concept du dataset existe explicitement. On va parler du gateway un peu tantôt. La connexion en direct avec Analysis Services, cette connexion-là, c'est lorsqu'on se connecte, typiquement, on va dire on se connecte à un cube. C'est un peu un terme historique, là, parce qu'avant, c'était vraiment une structure hiérarchique, un cube. Maintenant, c'est des modèles tabulaires, des tabulaires. On appelle ça quand même un cube tabulaire. Là. Donc, on se connecte à un cube qui contient
tous les éléments de nos données. Toutes nos données se retrouvent là. Le cube a aussi tous les calculs. Donc, lorsqu'on se connecte avec Power BI en mode, dans ce mode-là, le mode connexion direct Analysis Services, on perd la capacité, là, à gauche, là, à Power BI, là, on perd la capacité de voir le modèle de données, puis on perd la capacité d'aller interroger ou d'aller créer des nouveaux queries, là. Puis, on peut créer cependant ce qu'on appelle des report level measures. Donc, on peut créer des mesures qui sont strictement locales au rapport avec les avantages et les désavantages que ça implique. Encore là, comme je disais tantôt, c'est le même moteur. Puis, dans ce cas-là, ben, les requêtes DAX sont envoyées directement au Analysis Services. Puis donc, c'est ça. C'est l'autre façon de connecter aux données, c'est directement avec Analysis Services, directement sur Analysis Services. En mode Direct Query, ce mode-là, c'est un mode qui est utilisé pour aller chercher typiquement des données sur une base de données. Bon, ici, on a mis Azure SQL Database, mais ça peut être plein d'autres choses, là. Dans un mode Direct Query, Power BI, il va quand même créer le jeu de données interne. Donc, on va avoir la capacité de faire des queries, puis d'établir des relations, de toujours créer des rapports. Mais essentiellement, le jeu de données, ici, il ne stocke aucune donnée. Puis à la place, lorsqu'on a besoin d'une actualisation au niveau du visuel, bien, les données sont envoyées directement sur la source de données et puis elles sont exécutées par la source de données, puis les données sont retournées à Power BI. Puis dans ce mode-là, il y a quand même certaines limites par rapport aux fonctions DAX qu'on peut utiliser en Direct Query. Cependant, on n'a pas de limite de grosseur de données et tout ça, puis on peut établir des architectures intéressantes quand même avec ce mode-là. Les modèles composites, c'est un modèle qui fait un peu les deux, là. C'est-à-dire qu'il peut faire du import, il peut faire du direct query dans le même genre de modèle. Donc, lorsqu'on utilise direct query, les modèles permettent de créer un modèle dans Power BI qui combine les données de plusieurs sources direct query ou de combiner les données direct query puis en bas d'importation. Donc, on voit l'exemple suivant. Là, ici, on a un modèle dans lequel on a 1, 2, 3, 4 tables qui sont en mode direct query. Puis, on a importé une table, par exemple, sur les product managers. On voit qu'on aurait une clé, par exemple, qui est product name entre la table des vélos et la table des gestionnaires de produits. Puis, la table des gestionnaires de produits, ben, c'est quelque chose qu'on obtient, par exemple, dans un Excel en mode importation. Donc, ça permet de combiner des données locales avec des données qui sont, je dirais, appelons-les plus corporatives dans un entrepôt donné, par exemple. Mais ça permet aussi de faire d'autres choses intéressantes. Si, par exemple, on pourrait publier les tables de faits qui sont toutes accédées par des surrogate keys, par des clés étrangères, mais des clés synthétiques. Puis donc, une certaine anonymisation des données parce qu'on a juste des clés. Puis les données nominatives, on pourrait les garder en local. Donc, dans un mode direct query comme ça, un mode composite, on pourrait avoir nos données locales, nominatives, pas sur le service, par exemple. Ça, c'est une autre façon de l'utiliser. Le streaming en temps réel, finalement, le streaming en temps réel, c'est similaire à l'importation de données, sauf que dans le cas d'un streaming en importation, les données sont tirées de la source, tandis qu'en streaming, les données sont comme poussées par la source. On va voir la différence tantôt dans un cas d'utilisation. Alors, les fameux cas d'utilisation, je ne passerai pas une demi-heure par acétate, là, parce qu'on n'aurait pas le temps, mais il y a beaucoup de choses à dire. On va faire un survol quand même. Puis, encore là, dans la documentation, je vous laisse quand même pas mal de choses. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous rejoindre par la suite. Donc, il y en a qui sont plus populaires que d'autres, évidemment, mais je vais passer par
par ces ensembles-là. Je pense que ça vaut la peine de faire le tour. Une douzaine qui part de l'utilisation personnelle, qui va jusqu'au streaming, puis les rapports en temps réel. Donc ici, c'est des choses qu'on a déjà vues. Les scénarios de libre service d'utilisation personnelle. On a le Power BI Desktop dans le milieu, où est-ce qu'on fabrique les queries, on a les modèles de données, on a les rapports, puis on va publier le fameux PBIX. Puis c'est là, je disais tantôt, est-ce qu'il y a une externalisation très explicite du concept du dataset dans le service. On a les rapports et on a les datasets. Là, on peut créer des tableaux de bord, on peut créer des alertes, tout ça. Puis c'est publié dans un espace qu'on appelle mon espace de travail. Un espace de travail, c'est simplement un endroit où est-ce qu'on regroupe des choses qui vont ensemble, là, les rapports, les dashboards, les rapports, les tableaux de bord et les jus de données qui viennent avec ça. Dans le diagramme, on voit ici qu'on a ce qui s'appelle un On-Premise Data Gateway. Je pense que ça a changé de nom, mais je n'ai pas mis l'acétate à jour, je m'en excuse. On a une différence entre deux types de passerelles. Celle-ci s'appelle un Personal Data Gateway. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que si, par exemple, on a une source de données qui est locale, quand on pousse ça dans l'info nuagique, il faut qu'il y ait un moyen d'établir la connexion entre la source qui est info nuagique. Puis pour faire ça, il faut avoir une passerelle configurée. Bon, sécurité nonobstant, VPN, port, etc., etc. Il faut avoir une façon d'aller chercher les données à la source. Donc, c'est pour ça qu'on installe ce qu'on appelle une passerelle de type personnel. Cette passerelle-là, par exemple, ça ne permet pas d'avoir des rafraîchissements de données. Ça ne supporte pas, ce qu'on appelle le data refresh, on va voir la différence tantôt, ni ce qu'on appelle les connexions live ou en direct query. Donc, il y a quand même une certaine limite là, d'aller chercher des choses comme des sources de données Excel, des choses comme ça. Le prochain cas d'utilisation, c'est là, on élargit un peu l'étendue, si on veut, puis on a de la collaboration entre des petites équipes. On a encore notre fameux Power BI Desktop pour créer les rapports, créer les requêtes, les modèles, etc. On pousse ça encore dans ce qu'on appelle maintenant un App Workspace. Tantôt, on poussait ça dans un My Workspace. Le App Workspace, ça sert de conteneur, si on veut. C'est un contenant dans le service Power BI pour tout ce qui est relié ensemble, comme je disais tantôt. Sauf que là, on peut en avoir plus que... c'est quelque chose qui est partagé, là. C'est quelque chose qui est partagé entre les développeurs, puis peut-être même les utilisateurs qui sont en lecture seulement. Et puis ici, on peut, dans cette architecture-là, on voit qu'on a un Enterprise Gateway. Donc, l'Enterprise Gateway, lui, en mode entreprise, là, on peut avoir des connexions qui sont live. Donc, on pourrait se connecter sur un AAS, par exemple, qui est directement dans notre environnement. On supporte Direct Query puis des rafraîchissements de données. Ici, les rafraîchissements de données sont beaucoup plus élevés. Là, c'est jusqu'à 48 fois par jour. Tandis que dans le personnel, c'est seulement 8 fois par jour. Donc, ça, c'est une autre différence à considérer. Donc, on a parlé d'un App Workspace. On continue maintenant un autre scénario d'utilisation avec des larges équipes. Donc, les larges équipes, la différence, évidemment, c'est le nombre de personnes qu'on a avec lesquelles il faut collaborer. Donc, on a maintenant pour faire ça ce qu'on appelle la différence entre une app et une app workspace. Alors, l'app, vraiment, c'est un espace de travail pour la collaboration. Puis, c'est un endroit aussi pour stocker des applications, pour distribuer le contenu à un groupe de personnes qui est plus large, en fait, là. Donc, on commence à parler des centaines, des milliers d'utilisateurs de nos applications. On commence à parler du concept d'une app. Donc, on a encore les mêmes modules que tantôt, les Enterprise Gateway, on a la sécurité. Là, ici, dans cette image-là, on a inclus aussi la possibilité d'utiliser Power BI, l'application mobile de Power BI, si on veut déployer nos rapports dans un format tablette ou dans un format
portable, ben, on peut le faire relativement facilement dans le service. Et puis, en utilisant l'application Power BI sur Android ou sur iOS, ben, on peut maintenant accéder à nos rapports. On peut pas, les gens à l'externe ne peuvent pas accéder à ce rapport-là parce qu'il faut qu'il soit sur notre propre Active Directory. Donc, c'est vraiment fait pour des applications internes, mais applications internes, mais déploiement mobile. Ensuite de ça, on a un scénario où on parle de collaboration et distribution à l'interne. Cette fois-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une différence entre le service et donc il y a une certaine licence pour ça, et ce qu'on appelle une capacité premium, la premium capacity. Donc André va parler un peu des différences entre les deux là, mais il y a des choses qui nous permettent il y a des fonctionnalités qui sont disponibles dans la Premium Capacity qui ne sont pas disponibles dans l'autre type de licence. Donc, par exemple, quand on a un très grand un grand nombre d'utilisateurs en lecture seulement qui consomment des rapports puis des tableaux de bord, ben, l'idée d'avoir des licences qui sont gratuites dans le Premium Capacity, ça devient intéressant. Là. Ça devient intéressant au niveau des coûts de dire, OK, après un certain nombre d'usagers, que tout le monde a une licence de Power BI Desktop Pro, il y a un point à partir duquel là, on doit considérer la licence Premium. Mais en termes d'architecture, c'est la même chose que tantôt. Ici, on a un autre cas d'utilisation qu'on pourrait appeler les rapports d'entreprise centralisés, puis l'entreposage de données. Il y a beaucoup de cas d'utilisation, beaucoup de scénarios dans lesquels on a déjà des données qui sont structurées, qui sont prêtes à être visualisées par des outils de rapport. Puis dans ce cas-là, Power BI, puis on peut imaginer qu'on a une source de données, on peut imaginer qu'on a mis un SQL Server Analysis Services à l'interne. Puis dans ce cas-là, on voit seulement cet onglet-là dans Power BI. On ne voit pas l'onglet de modélisation, puis on ne voit pas l'onglet qui nous permet d'accéder aux sources de données ou je devrais dire aux requêtes. Dans ce cas-là, Power BI est utilisé comme un outil de développement de rapport. Puis le modèle, lui, a été centralisé. Il y a beaucoup de déploiements de ce type-là en passant. Puis le Power BI, il ne contient pas de jeu de données, il ne contient pas de relations, il ne contient pas de calcul. Donc, quand on a ça, le développement de rapport en aval, c'est beaucoup plus simple parce que là, tout ce qu'on a, on se connecte dessus, puis on se connecte sur le cube tabulaire, puis on voit les rapports, les mesures qu'on peut utiliser, puis en général, si c'est bien fait, ça va produire les bons résultats. Bon, ça permet vraiment une délégation ou une décentralisation, si on veut, des activités de développement. Une fois qu'on a fait ça, on peut quand même publier sur mon app, puis on peut publier l'app dans une app, même chose que tantôt. Là. Donc, la différence ici, c'est qu'on a vraiment des développements de rapports centralisés. Souvent, c'est une équipe de ce côté-là, puis une autre équipe de l'autre côté. Souvent, c'est, disons, dans l'équipe de BI de ce côté ici, puis dans les groupes d'usagers, dans les lignes d'affaires de ce côté-là. Donc, ça, c'est une autre façon de couper ça. Puis, dans ce scénario-là, des rapports d'entreprise, c'est utile que les données, dans le fond, ne soient pas chargées dans Power BI. Ça assure certaines qualités, certains contrôles, etc., etc. Un autre cas d'utilisation, c'est les activités de prototypage puis de partage. Souvent, quand on part une initiative puis on veut prototyper certaines idées avec les usagers, on veut que ça tourne vite, etc., on a encore notre Power BI Desktop. On peut encore publier les rapports sur le service. À partir du service, là, on peut partager les tableaux de bord, puis partager les rapports. Puis ça peut se faire seulement avec un URL. Donc, on partage des résultats préliminaires, puis on a du feedback, on prend des décisions, puis
on se doit de séparer évidemment notre environnement de travail de l'environnement de production. Mais une fois qu'on arrive en production, on peut publier notre app, publier nos rapports dans une app en production. Le partage aussi se fait à travers un URL. Donc, moi, quand je donne l'information du DIAD, c'est un peu dangereux de faire ça parce que si on publie l'URL sur un rapport, ben, une fois que l'URL est dans Internet, n'importe qui met la main sur l'URL peut accéder au rapport, c'est vrai, mais on peut contrôler si la destination de l'URL est active ou inactive. Autrement dit, pour tous les URL qu'on a publiés, on peut aller dans le service et on dit ben, dépublier ou garde publier. Donc, c'est bon ça pour partager l'information rapidement avec quelqu'un de l'interne ou quelqu'un de l'externe pour voir si on avance dans les bonnes idées. L'autre mode de déploiement, puis on a presque fini, c'est les analytiques embarquées. Alors, les analytiques embarquées, c'est quoi? C'est une façon, en fait, d'intégrer nos tableaux de bord, nos rapports dans des applications personnalisées ou des applications de Microsoft, comme par exemple SharePoint ou Teams, ou même des applications externes à Microsoft, par exemple dans Salesforce. On a fait un webinaire, puis je pense que la vidéo est probablement disponible sur le site web de Faction A, où est-ce qu'on explique comment faire tout le processus d'embarquement, embedding en bon anglais, par exemple dans Salesforce. Mais ça pourrait être d'autres choses. Ça pourrait être dans Workday, ça pourrait être dans toutes sortes d'autres choses différentes, ou même dans nos applications à l'interne. Ben, je ne veux pas refaire le webinaire parce qu'on n'a pas le temps pour ça, mais essentiellement, à travers des appels API qui sont c'est un REST API qui utilise du JSON. Ben, on peut communiquer, nos applications peuvent communiquer avec le service pour pouvoir faire le rendu des rapports dans un cadre qui est dans notre propre application. Donc, ça, c'est une autre façon de déployer du BI opérationnel, je dirais. Puis ça vaut la peine quand on veut déployer à de larges équipes. Il y a aussi des développeurs de logiciels qui peuvent utiliser ce mécanisme-là pour intégrer des rapports Power BI dans leurs propres applications. Donc, on a besoin d'une souscription premium pour faire ça, puis aussi d'une authentification AAD. Bon, c'est sûr que ça permet le compte là, d'utiliser, vu qu'on utilise l'AAD, ben, toute la sécurité, row level, tout ça, tout ça, c'est récupéré même dans l'application embarquée à l'interne. On a aussi des applications embarquées qui sont à l'externe. Ça, c'est un scénario, comme je viens de le dire, pour des gens externes qui veulent intégrer, embarquer des fonctionnalités dans leurs propres applications. Remarquez qu'on n'a pas besoin de publier l'application dans une app, là, parce que l'app Workspace, c'est suffisant pour faire le rendu du contenu. Finalement, le reporting Power BI à partir en fait, c'est le reporting sur site. Ben, il y a des utilisateurs, des clients qui préfèrent utiliser ça. C'est un des avantages de Power BI Premium, c'est que le reporting services, le report server, ça vient avec là. On peut publier ça, on peut l'installer sur le réseau de l'entreprise. Ça requiert par contre une version de Power BI qui est compatible avec le report server. Puis c'est mis à jour peut-être 3 fois par année. Là. Mais le Power BI Report Server, c'est vraiment un référentiel. Ce portail utilisateur, en fait, ça fournit des rapports, non seulement des rapports Power BI, mais ça peut aussi fournir des rapports de type Reporting Services, Excel, puis ce qu'on appelle les Mobile Reports, anciennement là, DataZen, pour ceux qui s'en souviennent. Donc ça, c'est une autre option, Reporting Services. Celle-ci, je ne vais pas me mettre beaucoup d'emphase là-dessus, autre que
autre que pour vous dire qu'avec, bon, c'est écrit Flow ici, là, mais ça s'appelle vraiment Power App, Power Automate. Ça fait partie de ce qu'on appelle le Power Platform, là, qui est Power BI, qui est Power Apps, qui est Power Automate, puis les agents pour créer des chatbots. Alors tout ça, là, on peut avec Flow détecter des événements qui peuvent eux autres mêmes créer d'autres événements, appeler d'autres flows, puis on peut commencer à séquencer des choses pour, par exemple, avertir un utilisateur ou céduler un rafraîchissement automatique des données, tout ça. On va en parler plus longuement, ça, je pense, dans un prochain webinaire. André, je pense qu'on a un Power App qui s'en vient. Oui, c'est au mois de mai. Ah, ok, d'accord. Donc, ça, je vais laisser ça de côté un peu, mais parce que ça touche plus Power Apps, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus, là. C'est un peu la même chose ici, là, les données en libre service. Je vais encore laisser ce sujet-là pour le prochain webinaire, mais parce que ça touche beaucoup au Common Data Model, au Common Data Services, puis tout ça, là, on va laisser ça peut-être de côté pour la prochaine fois. Puis finalement, le dernier cas d'utilisation, c'est le streaming. Alors, le streaming, c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire parce que les gens peuvent aller chercher des données en temps réel. Puis on peut stocker les données, on peut aller chercher les données en temps réel à travers toutes sortes de technologies. Ici, on regarde quelque chose qui provient d'Azure, un service Azure, puis on utilise Human Analytics là, pour faire ce qu'on appelle les wing-to-wing functions, les agrégats en temps réel, des choses comme ça. Là. Mais on peut utiliser d'autres choses. Là. Ça peut être Kafka, ça peut être Storm, il y a plusieurs autres utilités qu'on peut déployer pour aller chercher les données. On peut les garder si on veut faire de la persistance ou on peut simplement aller remplir un dataset, un streaming dataset qui va se vider au fur et à mesure qu'il est plein puis que les nouvelles données rentrent. Donc, ça aussi, c'est un sujet en lui-même, là, mais ça vous donne une idée que Power BI, le service peut aussi être utilisé pour ce qui s'appelle le streaming et le temps réel. Alors, je pense que j'ai fini. C'est assez long, mais je vais passer la parole à André, puis il va vous parler des licences. Alors, André, tu vas reprendre le contrôle? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Philippe. Il y a beaucoup de contenu, en effet. Juste donner un petit survol rapide là, des types de licences qu'on retrouve avec Power BI. Donc, puis je tiens à préciser là, que Faction est une firme de services professionnels avec la certification Gold Data Analytics Partner de Microsoft et on n'est pas revendeur de produits ou de souscriptions Microsoft. Donc, en gros, 3 types de licences, Desktop, Pro et Power BI Premium. Donc, essentiellement, je présente juste en gros les fonctionnalités Power BI Desktop. Premièrement, c'est gratuit, c'est une version gratuite qui se télécharge gratuitement et un utilisateur peut faire le cycle complet de la création d'un rapport ou d'un tableau de bord. Donc, il peut accéder à plein de sources. Il peut nettoyer, combiner, explorer, visualiser les données, les partager, avec beaucoup de limites, là, je dirais, mais en fait, publier dans son espace personnel. C'est ça qui est important là, à noter ici. L'autre, c'est Power BI Pro. Ça, c'est 12,80 par mois. Donc, c'est par utilisateur par mois. Et la grande distinction qu'on retrouve avec Pro, c'est que, premièrement, c'est que ça permet la publication et le partage des tableaux de bord avec les collègues, avec ses collègues, à travers le service et le portail Power BI. Donc, ça va au-delà de l'espace personnel, c'est l'espace d'entreprise là, qui est utilisé pour le partage. Donc, c'est nécessaire d'avoir Power BI Pro pour partager, publier et partager avec nous, avec ses collègues, les rapports et tableaux de bord. L'autre capacité ou l'autre type de licence, c'est Power BI Premium. Puis, bon, c'est des capacités hein, qui sont dédiées ici, donc des capacités de traitement et de stockage des données. Puis, il y a beaucoup, donc c'est pas par utilisateur, mais c'est vraiment comme, là, il y a différents SKU là, qui peuvent être
disponible pour Premium, mais c'est une mensualité donc qui est avec Power BI Premium, selon les capacités des besoins de chaque entreprise. Mais en gros, encore dans les distinctions ici, avec Pro, on avait les datasets qui pouvaient aller jusqu'à 1 gig. Ici, c'est les maximums de 10 gigs pour les datasets avec Premium. Les rafraîchissements qui sont beaucoup plus fréquents avec Premium, rafraîchissement au niveau des données, donc, au lieu de 8 fois par jour avec Power BI Pro. La majorité des organisations commencent avec l'option 1 qui est ici et éventuellement, ou dépendamment de la taille de l'entreprise, je dirais, l'option 2 est ensuite privilégiée. Donc, l'option 2 peut, en fait, prendre le desktop, le Pro et les Premium. Fait que ce que j'ai fait aussi, il y a peut-être un autre type de licence que je n'ai pas parlé et que Philippe a parlé. Par contre, c'est ce qui est Power BI Embedded. Donc, ça aussi, c'est un service, en fait, pour incorporer là, des visuels Power BI dans vos applications, autant opérationnelles de maison, développement maison, commercial. Donc, ça, c'est une Power BI Embedded, c'est un service qui est chargé à l'utilisation. Donc, c'est à l'utilisation à l'heure. Donc, c'est important aussi de le comprendre. Et ce que j'ai aussi inclus dans les liens ici, dans cette acétate-là, des liens qui peuvent vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et la tarification des différentes licences et Power BI Embedded également. Donc, vous pouvez les utiliser. Et l'autre, donc, moi, juste en conclusion, avant de passer la parole à Pierre, on a révélé certains secrets du déploiement de Power BI. On a revu des scénarios de déploiement, des possibilités, des choix effectués aussi au niveau des architectures, des fonctionnalités, des licences. Bon, j'espère juste que le contenu du webinaire a été pertinent dans votre contexte de travail. Si vous avez des cas spécifiques que vous aimeriez discuter, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et sur ce, je vais céder la parole à Pierre. Donc,